parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, qu'on écoute sur à peu près toutes les plateformes et bien sûr sur gillesparent.com, un site par lequel vous pouvez nous écrire et même nous envoyer des messages vocaux si jamais vous en avez envie. Mon invité a étudié le droit, complété le barreau, a été entrepreneur, journaliste aujourd'hui, analyse les politiques publiques. Patrick Derry a l'œil aiguisé, la plume acérée et le courage de nommer les choses comme elles sont. Cette semaine, il a signé un texte qui brasse la cage sur les médecins en colère, sur la loi 2 de Christian Dubé, sur un système de santé qu'on ne sait plus comment réparer. Ensemble, aujourd'hui, dans ce podcast, on va aller au fond du problème. Qu'est-ce qui a cassé? Qui doit rendre des comptes et surtout comment on peut encore espérer redonner un peu d'humanité aux soins au Québec. On a l'impression qu'on en parle depuis 40 ans, puis c'est même pas une impression. Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va bien? J'espère que tu es en bonne santé. Ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Du haut de mes 65 ans, oui, effectivement. J'ai une petite opération au genou que je trouve longue à réparer, mais ça a l'air que c'est moi qui est trop pressé. Mais à part ça, tout va bien. Effectivement. Toi, la santé est bonne? Oui, j'essaie de rester loin de l'hôpital. J'ai dit cette semaine, la semaine passée, peu importe, nous, on enregistre au début du mois de novembre, et t'as signé un texte que moi, je juge percutant, qui m'a attiré, que j'ai aimé lire, sur la colère des médecins. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire à ce moment-ci? Je comprends que c'est l'actualité, mais est-ce que tu avais songé parce que c'est quand même un texte étoffé, je trouve. Ah ben écoute, merci. Non, c'est la manifestation de médecins. Mais évidemment, il y a tout le contexte. Il y a l'espèce de grève de l'enseignement qui est en cours présentement par les médecins, qui évidemment qui a un fort impact. Mais après ça, la loi spéciale qui a été déposée a entraîné quelque chose qu'en tout cas je me rappelais pas d'avoir vu, c'est-à-dire une manifestation de 400 médecins devant le Radio-Canada à Montréal pendant l'enregistrement de l'émission Tout le monde en parle, à laquelle participait le ministre de la Santé. C'était quelque chose qui était quand même inusité et ça arrive pas souvent. Et le timing aussi était évidemment pas innocent. Donc, je trouvais intéressant de souligner, OK, ça fait quand même longtemps que le système de santé va pas bien. C'est correct. Mais peut-être qu'on aurait dû le faire avant. OK. Tu trouvais que c'était un peu tardif? Ben, écoute, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai une manchette. C'est ceux qui vont fréquenter les médias sociaux. Si vous allez sur Twitter, sur mon compte ou sur ma page Facebook, je pense que c'est comme ça aussi. En tout cas, à peu près partout, j'ai une manchette de la presse. Dessus, c'est indiqué urgence, pas plus de 48 heures, quelque chose comme ça. Puis le Québec donne un ultimatum. Et peut-être qu'on en a déjà parlé, mais je te laisse deviner la date de la manchette. J'imagine qu'elle est très, très ancienne, je présume. Écoute, ça n'a pas été pris cette semaine, là. Tu sais, aucun malade ne pourrait rester plus de 48 heures. Écoute, ça date du 11 mars 1980. Ça fait 45 ans. Pour donner une idée. J'étais en sciences politiques à Laval en passant cette année-là avec Robert Bourassa comme prof. Je dis ça de même, ça se glisse bien dans une conversation, mais pour dire que ça fait longtemps, puis j'ai étudié à la politique et effectivement on parlait de ça. La moitié des gens qui sont vivants au Québec n'étaient pas nés. Quand même. Simple que ça. OK. Est-ce que c'est... D'une certaine façon, j'ai bien compris ton texte. Tu comprends la colère des médecins, mais tu veux remettre en perspective le fait que il y a elle est peut-être un peu tardive, puis est-ce qu'elle est complètement justifiée à ton avis? Parce que sans dire que mais je pense que tu fais la part des choses. Tu parles des deux côtés en disant ils peuvent être en colère pour telle raison. Moi, j'aurais aimé que les médecins Fait que tu sais, c'est ça que j'aimais de ton texte. Il y avait un genre d'équilibre avec des torts, mais des éléments intéressants et surtout une finale sur la possibilité de rendre ça meilleur, ce qui nous semble impensable après 50 ans de tergiversation. Ouais, c'est difficile. Mais écoute, c'est ça. C'est sûr qu'il y a deux aspects à ça. Évidemment, il y a l'aspect de la loi qui est complètement tout croche. Là, on va pouvoir en reparler. Mais l'aspect de la manifestation, écoute, je sais pas si le qualificatif opportuniste est bon, parce que je sais, j'ai des amis puis des connaissances qui sont médecins. Par la force des choses, ça m'arrive souvent d'être en contact. Puis évidemment, il y a personne individuellement qui est heureux de ce qui se passe dans le système de santé présentement. Mais tu sais, quand la sortie arrive, tout d'un coup, quand le débordement, c'est
c'est parce qu'on touche au salaire. Puis là, je pense qu'on perd un petit peu la vue d'ensemble. Évidemment, il y a des problèmes dans la loi, mais tu sais, l'exemple que je donnais, par exemple, c'est que un médecin de famille au Québec, sa rémunération est environ 300 000 par année, un petit peu moins, autour de 280 000. Un spécialiste, un peu plus que 400 000, c'est pour faire des chiffrons. Puis évidemment, il y en a qui gagnent beaucoup plus que ça. À ça, tu dois enlever les frais de bureau pour ceux qui opèrent en clinique, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont à l'hôpital. Mais tu sais, même si tu enlèves 15%, là, c'est à peu près ça, en tout cas, les chiffres du gouvernement, là, ça reste à valider, mais 15% de pénalité. Là, si le gouvernement est absolument impitoyable, ben, t'enlèves 60 000 d'un côté ou 40 000 de l'autre, on reste quand même dans des niveaux de rémunération qui sont largement plus élevés que la moyenne des autres. C'est même à la limite, le gouvernement pourrait être justifié de dire, regardez, on donne 9 milliards en rémunération de médecins. Il y a différentes études qui montrent que les médecins au Québec sont parmi non seulement les mieux payés au monde, mais aussi parmi les mieux payés au Canada, là, à part l'Alberta, évidemment, là, qui est un petit peu plus... mais pour le reste, les médecins sont très bien payés quand tu regardes le coût de la vie par rapport à l'Ontario. Fait que c'est même quelque chose, je dis pas que le gouvernement devrait juste enlever 15%, mais juste sur la question salariale, les fédérations ont beaucoup parlé de ça. Ben, écoute, on peut retenir un peu notre respiration. Fait que c'est... Il y avait d'autres raisons de manifester après. Fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu opportuniste là-dedans. Tu dis dans ton texte que l'humanité a déserté le système de santé depuis longtemps. Pour toi, à quel moment on a perdu l'humanité? C'est arrivé un soir de novembre. Ouais, non, le 4 novembre au soir. Non, écoute, je m'en tiens je reviens à la manchette de la presse, tu sais. Ça fait quand même quelques décennies que c'est arrivé. Et c'est pas quelque chose qui se fait instantanément, c'est quelque chose qui se fait graduellement. C'est-à-dire qu'on s'habitue à tout. Tu sais, moi, je suis né dans un système à l'intérieur duquel on attendait. Je pense pas que le Québec a jamais connu de système extraordinairement efficace. C'est peut-être ça le problème, là. Mais là, aujourd'hui, on attend. C'est comme ça, c'est normal. Tout le monde est habitué à ça. Évidemment, on attend pour consulter. On attend pour consulter un spécialiste. On attend pour se faire opérer. On attend, évidemment, à l'urgence. Il y a quand même beaucoup de monde qui attend pour une place en CHSLD. Là, présentement, quelque chose comme 3500, 4000 personnes qui attendent. Fait que, tu sais, tout le monde attend et on s'est un petit peu habitué à ça. Et je pense que c'est ça, c'est une question d'habitude, puis c'est aussi que quand tu es en bonne santé, ça te touche pas personnellement, tu as tendance à pas voir la détresse immense, hein. Et on a une indulgence aussi. J'ajouterais à ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu, puis j'écoute mes collègues, mes amis, ils disent toutes la même affaire à peu près. Ils disent, quand t'es rentré dedans, tabarouette, il y a du service, c'est impeccable, les gens sont attentifs. Fait que finalement, ils disent, quand t'es dans le système de santé, mon père est opéré, ma soeur, ma cousine, ci pis ça, il y a pas grand monde qui se plaint sur ce qui se passe quand t'as été admis. Oui, mais sauf que c'est pas normal d'avoir à attendre. C'est ça l'affaire. Écoute, le stress vient de là, tu sais. On l'a dit. Quelqu'un va dire, c'est comme si le médecin t'appelait puis il disait, écoutez, on a trouvé une masse, on sait pas trop c'est quoi, mais là, on n'a pas le temps de vous voir, ça va aller dans 3 mois. Et tout le monde va faire la même chose, va aller au privé, ils vont payer le prix que ça coûte, ils veulent le savoir. Fait que, tu sais, c'est une autre couche du problème. C'est ça, puis faut regarder, il n'existe aucun système de santé qui est parfait. Mais quand même, quand on regarde à l'extérieur, il y a des comparables qui existent à l'international. Puis le Canada, c'est vraiment un pays qui se distingue pour l'attente. Écoute, puis c'est pas juste le Québec. Hein, tu sais, à un moment donné, c'est en Colombie-Britannique, il y a une urgence, qui ont installé une unité de débordement dans un Tim Hortons. C'est pas une blague. Je l'avais pas vu. c'est pas une blague. Ça fait plusieurs années, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Mais quand tu vas, un Québécois qui se fait soigner à l'étranger, il constate toujours la même chose, il dit, waouh! Comment ça va vite de même? Comment ça, c'est efficace comme ça? Que la bâtisse est plus neuve, mettons, souvent, c'est ça? Oui, il y a ça aussi. Pas toujours, mais souvent. Fait que tu sais, écoute, moi, ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir à prendre un rendez-vous pour mon épouse qui était enceinte. Il a fallu le prendre en France pour l'échographie. Puis il a fallu le déplacer pendant qu'on était en France. Parce que, tu sais, fallait le prendre à un moment précis, là, pour la clarté nucale, là, pour vérifier pour la trisomie 21. Et, écoute, quand il a fallu, on s'est dit, faut qu'on le déplace, là, c'est fini. Si on pourra pas le reprendre. Puis là, finalement, quand moi je pose la question, puis c'est assez révélateur. OK, mais est-ce qu'on va pouvoir prendre un autre rendez-vous? Puis là, la personne au bout du fil a dit, ben oui, vous revenez la semaine prochaine. Puis c'est tout. Tu sais, il n'y a pas de problème. C'est complètement surréel. Mais ça, il y a des histoires comme ça, des gens qui sont soignés un petit peu partout dans le monde. Ils le voient. Fait que donc, il y a une anormalité, mais on a fini par s'y habituer. Puis on l'accepte tacitement. Puis le problème, c'est que souvent, quand on est plus vulnérable à la fin de notre vie, qu'on en mesure toutes les conséquences. Fait que c'est un peu pour ça que ça change pas.
Dans ton texte, Patrick, tu reproches aux fédérations médicales d'avoir souvent agi comme des syndicats de gros bras. C'est quoi exactement, concrètement, là, les responsabilités dans la crise actuelle, tu penses? Ben, c'est parce que, historiquement, ils ont toujours agi dans l'intérêt pas mal immédiat de leurs membres, puis ça s'est souvent ou à peu près toujours joué d'abord sur la rémunération. Dans le passé, même c'est eux qui ont soutenu les limites pour le nombre d'étudiants en médecine, quoi qu'il y avait aussi, ça venait aussi du gouvernement. La limite aux activités des infirmières, des pharmaciens, de toutes les autres professionnels, ça c'est une autre chose aussi, c'est plus ouvert maintenant. Ça c'est une des choses que la CAQ a fait qui était correcte. Ils ont quand même élargi les compétences des médecins, des médecins, des pharmaciens et des infirmières praticiennes, mais ça a pris du temps, puis il y avait beaucoup de résistance corporatiste là-dessus pendant longtemps. Fait que donc, on s'est beaucoup occupé des hausses de rémunération et on s'est beaucoup occupé aussi de préserver l'enveloppe pendant un certain temps, du moins en tout cas pour un nombre limité de membres, en tout cas qu'on voulait réduire pour préserver la hauteur de la rémunération, puis on s'est beaucoup moins préoccupé de mettre en place les meilleures pratiques pour les patients. Semble dire que pour la première fois, les médecins se sentent vulnérables. C'est une bonne ou une mauvaise chose selon toi? Ça dépend comment ils réagissent. Ouais. C'est ça, tu sais, individuellement, c'est parce qu'il y a deux choses. Il peut y avoir un désengagement, puis il peut y avoir des départs, puis ça peut être extrêmement dommageable. Tu sais, il y a le quart des médecins qui ont 60 ans et plus. C'est des gens généralement qui ont fait leur argent. Ils n'ont pas nécessairement besoin de travailler. Fait qu'il y a toujours ce danger-là. Puis il y a pas comme il y a pas beaucoup de médecins au Québec, là, malgré ce qu'on entend des fois, il y a pas beaucoup de médecins au Québec, il y a pas beaucoup de médecins au Canada quand on compare aux autres pays développés. Fait que nous, si on perd chaque médecin qu'on perd, c'est extrêmement dommageable. Mais c'est surtout, c'est la réaction des fédérations. C'est-à-dire que est-ce que ces médecins se sentent vulnérables? Est-ce que la fédération va changer? Tu sais, les fédérations de médecins, c'est des syndicats de médecins. Puis par définition, c'est juste factuel, là, c'est les plus militants qui se ramassent à la tête de ces organisations-là. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des gens qui se battent pour ton groupe et qui revendiquent. Oui, c'est ça. Sauf que, par définition, c'est pas nécessairement les plus modérés. Et justement, quand on revient souvent quand on voit souvent les demandes qui sont faites ou ce qui est accordé, ce qu'on se rend compte, c'est qu'encore là, le patient, ça semble souvent être une considération accessoire. C'est drôle parce qu'on entend souvent, sous le couvert de l'anonymat, on entend plusieurs médecins dire, écoutez, notre représentant, je me souviens pas de son nom, là, je le vois là physiquement, mais celui qui a des médecins spécialistes, entre autres. Oliva, c'est ça. Plusieurs disaient, là, il va fort en tabarouette. Il y a beaucoup d'affaires qui marchent, là. Beaucoup d'affaires qu'on n'aime pas, là, mais en même temps, il disait, on veut plus du B, on veut plus ci, on veut plus ça. Mais tu sais, certains disaient, il va tellement fort que nous autres, c'est comme si on n'avait plus de moyens de négocier, là. On dit non à tout, d'une certaine façon. Fait que, on les entend moins, ces gens-là, mais c'est pas tout le monde qui est satisfait d'une attitude totale. Ah non, absolument pas. Puis si tu me permets, je vais faire une plug pour Geneviève Dechêne, qui est une médecin de famille qui fait des soins à domicile depuis une quarantaine d'années. C'est comme c'est une autorité morale en la matière, puis même une autorité tout court, elle enseigne aussi. Et il y a pas longtemps, elle a publié une lettre sur le site Profession Santé que moi j'ai republié sur mon blog. Vous pouvez aller voir à patrickderry.com et vous allez voir qu'il y a des médecins qui sont vraiment pas d'accord avec ça. Okay. Avec la façon dont ça se passe. Évidemment, ça veut pas dire qu'ils sont des admirateurs de la façon dont le ministre Dubé tente de réarranger tout ça, mais manifestement, il y a des médecins qui pensent que les fédérations ont une part de responsabilité, mais il y a une omerta très très forte dans le domaine médical et pour toutes sortes de choses. Et il y a vraiment pas beaucoup de monde qui veulent parler puis qui ont la carapace assez dure pour se mettre à dos des collègues. Et tu sais quoi, Patrick, j'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai trouvé ça intéressant, je vais en parler à Patrick, je savais que je te parlais, mais quelqu'un me disait qu'il y a un frère qui est dans le monde de la médecine puis qui disait, écoutez, si on disait les choses telles qu'elles devraient être dites, il y a 2-3 grosses spécialités qui posent problème, genre radiologiste, qui payé à l'acte peut faire 6-7 actes à l'heure, ce qui leur donne 2-3 000 piastres de l'heure, ce qui fait des salaires de fou, tu sais, là, de 8-9. Mais la plupart des spécialistes, si on analyse là les spécialités, c'est pas le même partout. Il y a ophtalmologie. Il m'en donnait 3-4, là. J'en oublie une couple, là. C'est les plus payantes, celles qui, à l'acte, donnent des factures. Puis il disait, si on s'était attaqué à ça, on aurait peut-être ramené, tu sais, c'est facile mais on est encore dans le sujet, fait que je trouve ça intéressant. C'est pas tout réglé, là. Mais tu sais, il disait de la même occasion, il dit, il y a peut-être ça, je trouve ça intéressant, ça me fait penser à ton texte. Il y a peut-être une place entre tu sais, je sais pas, moi,
un radiologiste qui gagne 800 000 ici, puis le même qui en Europe depuis 20 ans fait le même métier, qui gagne 161 000 euros. Il y a peut-être une place entre les deux, tu sais. En voulant dire, les salaires pour certains, c'est vraiment un problème, on l'imagine. Ben, et tu sais, il y a deux choses intéressantes à dire là-dessus. D'abord, la rémunération à l'acte, qui est donc le paiement pour chaque acte individuel qui est commis, c'est une minorité de pays développés qui font ça. Oui. Juste en partant. Il y a beaucoup de salariés, hein, c'est ça? Il y a beaucoup de salariés. Il y a des salariés, il y a de la capitation aussi, c'est ça. Fait que ça, il y a des façons. Et l'autre chose aussi, c'est que la médecine, c'est un des rares domaines où l'amélioration de la productivité, autrement dit, les gains technologiques, ont donné lieu à des économies d'échelle. Autrement dit, c'est comme par exemple, les radiologues, puis les ophtalmologistes, ça, c'est un excellent exemple, à la fois pour les radiographies et pour les cataractes. L'amélioration de la technologie est faite en sorte qu'ils peuvent faire beaucoup plus d'actes dans une journée. Oui. Et donc, à place d'ajuster la rémunération pour tenir compte de ça, on l'a pas fait. Fait que la rémunération a explosé à des niveaux. C'est pas de leur faute, c'est ça. Mais on comprend que le système marche pas pour eux autres quand on regarde l'ensemble, parce que ça pénalise l'ensemble des spécialistes qui se font dire « Gagnez trop cher, blablabla ». C'est ça la réalité là pour eux autres. Ouais, mais c'est aussi puis c'est aussi qu'on a décidé aussi on a toujours décidé, c'est une drôle de décision qu'on a prise au Québec, mais on a décidé d'avoir très peu de médecins, puis de les payer très cher. Parce que si tu regardes, mettons, l'ensemble des pays développés, là, c'est des pays que nous sommes, Allemagne, France, Espagne, Italie, Suède, Pologne, bon, tu sais, l'OCDE, c'est une trentaine de pays. On est dans les 5e au 6e rang à partir du bas pour le nombre de médecins par habitant. Et on oublie ça. Le Québec et le Canada, c'est la même chose aussi. Fait que, tu sais, t'as des pays, là, en Europe, mettons en France, t'as à peu près 10% de médecins de plus que nous. Mais il y a d'autres pays, c'est 20% de plus, 30% de plus, 40% de plus, 50% de plus. L'Autriche ont presque 2 fois plus de médecins par habitant. Fait que c'est sûr que ça change complètement les paramètres de tout le système de santé, parce que nous, il y a un énorme goulot d'étranglement autour des médecins. Puis en plus de ça, non seulement on n'a pas assez de médecins, mais faut qu'à peu près tout passe par le médecin. Par exemple, tu sais, dans bien des pays, si tu veux aller voir un spécialiste, tu as besoin d'aller voir un spécialiste, ben tu vas voir un spécialiste. C'est tout. Tu vas pas voir un médecin de famille pour avoir un billet pour aller spécialiste. Tu vas voir un médecin 2 fois puis tu bouffes des ressources. C'est aussi la façon de payer les radios, de financer certaines activités. Une radiographie, c'est remboursé par la RAMQ si c'est prescrit par un médecin, mais pas si c'est prescrit, mettons, par ton chiropraticien. Fait que qu'est-ce qui va se passer concrètement? À un moment donné, le chiro va avoir besoin d'une radio. Tu vas aller avoir besoin de voir ton médecin de famille. Le physio, la même chose, c'est ça? Ça doit pas être... Le physio, il y a certains examens d'imagerie qui sont... Je veux faire attention, là, mais c'est le principe général. C'est quand même... Parce que maintenant, je pense qu'ils peuvent faire des IRM, mais tu sais, c'est pas trop ça. Il y a des choses qui ont changé récemment. Mais ça change pas. Le principe général est le même, c'est-à-dire que il y a des choses que la RAMQ considère qui sont remboursables, médicalement nécessaires, seulement s'ils sont faites par un médecin. Mais aujourd'hui, il y a d'autres professionnels qui existent, puis tu sais, les médecins de famille, par exemple, ils savent que dans le musculo-squelettique, les physios puis les chiros sont mieux. Fait que tu sais, si on peut les voir direct, c'est mieux. Mais s'il faut que tu reviennes chez le médecin pour te faire prescrire de quoi, ben tu prends le temps du médecin. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui sont complètement incongrues. Puis ça change pas. C'est les téléconsultations, la médecine, la télémédecine. Écoute, ça a pris une pandémie pour que les médecins nous appellent chez nous. C'est quand même quelque chose. T'avais besoin de, tu sais, je suis sûr que tu as des exemples comme ça. À un moment donné, j'attendais un résultat d'un test. Écoute, il a fallu que je manque un après-midi de travail pour me rendre à l'hôpital pour me dire que c'était négatif. Autrement dit qu'il n'y avait rien et que c'était pas un problème. Ça aurait pu être un téléphone, un texto ou un courriel. Il a fallu que je me déplace pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On décourage encore plus la télémédecine parce qu'on baisse le tarif. Alors que les études montrent que, tu sais, pour des trucs bénins, il y a quand même beaucoup de choses qui se traitent super bien en télémédecine. Puis c'est pas vrai que, à un moment donné, là, ça donne lieu à un festival d'erreurs puis de diagnostics graves manqués. Là, c'est ce qui donne lieu à des erreurs, des diagnostics graves manqués, c'est de pas être capable de le voir le médecin. Tu vois, Patrick, je te donne un exemple. L'épouse de mon plus vieux est italienne, puis son père, sa mère, ses 2 sœurs sont médecins spécialistes, les 4. Et fait qu'on a quelques exemples, mais je prends le père qui est dermatologue et lui, juste pour que les gens sachent qu'il existe d'autres choses, puis que c'est sa job, là, ça fait 27 ans, 28 ans qu'il est dermatologue spécialiste. Lui, dans sa profession, à tous les jours, il va à son bureau. Il va aussi voir des clients, des patients, en fait, chez eux.
il va recevoir, son téléphone est toujours disponible. Tu peux appeler ton médecin. Quand tu as un médecin qui est attitré à toi, tu peux appeler ton médecin. Et aussi, il va dans le système de santé publique. Il fait les 4 dans la même journée. Évidemment, tu comprends qu'il travaille pas 27 heures dans la journée, mais comme je veux juste dire aux gens, ça existe. Tu sais, on dit, hey, on peut jamais parler. Je vous dis pas qu'il faut faire ça, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système qui va pas si bien que ça, ben il est on sait qu'il est pas parfait, mais il existe d'autres choses. C'est ça, je trouve intéressant. Absolument. C'est compliqué. Écoute, dans ton article, tu ne ménages pas la CAQ ni les gouvernements précédents, mais quelles sont les erreurs qu'on répète depuis 40-50 ans, à ton avis? Mais essentiellement, puis tu sais, la CAQ porte une responsabilité parce que ça fait quand même 7 ans qu'ils sont au pouvoir, puis en 7 ans, t'as quand même... Tu sais, si t'arrives au gouvernement, puis tu sais ce que tu vas faire, puis tu commences à travailler au jour 1, 7 ans plus tard, il est supposé avoir des changements. Mais essentiellement, on essaye de donner des ordres au système au lieu d'appliquer les meilleures pratiques, puis tu sais, les meilleures politiques publiques. Parce qu'il y a une différence entre la politique partisane puis les politiques publiques. Fait qu'est-ce que tu veux, tu vas avoir des bonnes pratiques, tu vas avoir des bonnes incitations pour adopter ces bonnes pratiques-là, puis tu vas avoir les ressources pour le faire. Puis présentement, il manque les 3, puis ça a toujours été comme ça. Il y a des exemples en Europe, par exemple, le financement à l'activité des hôpitaux. Parce que le financement à l'acte, ça, c'est pour les médecins, c'est le paiement à l'acte, ça donne lieu à toutes sortes d'effets pervers. Ouais. Le financement à l'activité des hôpitaux, c'est différent, et le principe est simple, c'est que chaque patient reçoit un revenu. C'est-à-dire que idéalement, les revenus de l'hôpital dépendent du nombre de patients qu'il accueille. Fait que donc, si c'est comme ça, plus l'hôpital accueille de patients, plus ses revenus augmentent, et donc il y a intérêt à aller chercher des patients. Évidemment, il va payer des dépenses pour, mais tu sais, il y a intérêt à aller en chercher. Au Québec, ça a commencé l'implantation du financement à l'activité, mais c'est très lent. Et longtemps, on a un financement global, ce qui veut dire que tu as un budget discrétionnaire à ton hôpital. Fait que si tu accueilles plus de patients, tu as plus de dépenses, mais tu n'as pas de revenus. Mais en Europe, ça fait quelque chose comme 30 ans qui sont et parfois plus, qui sont sur le financement à l'activité. Fait que nous autres, on regarde ça, puis c'est comme si notre système, en partant, il y avait une espèce de quota, une limite aux dépenses. Puis tu sais, quand on entend des fois des salles d'opération qui sont fermées, toutes sortes de choses, il y a des limites. Des fois, elle dit, opérez pas trop. D'ailleurs, c'est drôle, la fille du docteur Carman, qui travaille en Ontario, qui revient ici, qui se fait dire, du ministre Carman, qui se fait dire, écoutez, là, attention, on peut pas faire plus d'opérations. Il y a ce genre de choses-là aussi. Fait que, fait qu'un coup, tu décides de limiter les ressources, mais après ça, tu te dis, OK, parfait. On va donner des ordres, des règles, des ci, des ça. Il y a une limite à ce que tu peux faire quand t'as pas les bonnes ressources, t'as pas les bons mécanismes en place. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est les médecins, dans l'ensemble, depuis 30, 40, 50 ans, on les a laissés tranquilles, puis ont fait, entre guillemets, à peu près ce qu'ils voulaient? Ils trouvent ça dur là? Ouais, et ça c'est un problème. Moi, je me rappelle j'avais rencontré lors d'une conférence un médecin français qui travaillait en Suède. C'était intéressant. Il y avait la perspective de deux systèmes de santé. Puis, tu sais, la France et la Suède ont des systèmes de santé universels qui ont des mécaniques différentes, quoique la Suède ressemble beaucoup au nôtre. L'État, c'est un payeur unique. Fait que ça, c'est comme le cas du Québec et du Canada, c'est l'État qui paye pour les soins. Par contre, il y a des grosses différences en Suède. Le système est beaucoup plus décentralisé qu'ici. C'est-à-dire, t'as quelque chose comme une vingtaine de régions en Suède, un peu comme ici. Chacune des régions gère son système de santé. Fait que le gouvernement national, il est juste là pour les politiques de santé. Il est pas là pour l'opération du système. L'autre chose ici qui est intéressante, c'est que les hôpitaux embauchent les médecins. C'est quand on parlait de salaire pour les médecins, pour les médecins qui travaillent à l'hôpital, puis qu'en réalité, ils ont un lieu de travail, puis c'est là qu'ils sont l'espèce de faux statut bizarre de travailleur autonome, d'entrepreneur, qui peut en plus, c'est un peu n'importe quoi. À un moment donné, il pourrait y avoir un lien d'emploi pour dire, regardez, il y a des médecins peuvent être des salariés aussi. Il y en a un petit peu au Québec, des médecins salariés, surtout dans les CLSC, là, mais ça existe ailleurs, puis c'est pas nécessairement une entrave à l'autonomie professionnelle, c'est juste à un moment donné, ça devient un petit peu plus gérable. Puis quand tu as plus de médecins, à un moment donné, tu peux embaucher tes médecins, puis tu peux congédier des médecins. C'est quelque chose ici qui a l'air complètement surréel, mais tu sais, il y aurait des façons de normaliser ça. Mais là, si ça arrive, moi je prononce ça aussi, j'irais dire ça dans un congrès de médecins, que je me ferais mettre à la porte, là, c'est sûr. Là, mais il y a d'autres façons de faire les choses, puis ça fonctionne un petit peu mieux qu'ici. Dis-moi, est-ce que, à ton avis, Christian Dubé est inapte, mal conseillé ou pris dans un engrenage qu'il est plus capable de contrôler?
C'est pas un incompétent, Christian Dubé, évidemment. Il y a eu des grosses jobs, il a travaillé à la Caisse de dépôt, mais comme gestionnaire, il a fait ses preuves, c'est sûr. Là. C'est ça, mais ça veut pas dire qu'il est compétent pour ça. Non. Parce que c'est un comptable, c'est un gestionnaire, mais la santé, c'est pas une entreprise, c'est un système. Un système, ça obéit pas nécessairement aux mêmes logiques. Tu veux pas avoir quelqu'un qui est en haut du système puis qui gère les millions d'interactions. C'est gigantesque, le système de santé. Hein? C'est gigantesque. C'est au-dessus de 100 hôpitaux. C'est 400 CHSLD. C'est plusieurs centaines, je pense quelques milliers de cliniques médicales. Des millions de prescriptions. Puis écoute, c'est absolument gigantesque le nombre d'interactions. Pas loin de 4 millions de visites à l'urgence par année. Quelque chose comme 550 000 opérations qui sont réalisées chaque année aussi. C'est un ordre de grandeur pour le chiffre. Là. C'est immensément complexe. Puis tu sais, ça va de la Côte-Nord jusqu'à l'Estrie, Rouen-Noranda. C'est extrêmement diversifié. Puis on a toujours tenté de le gérer en mode top-down, puis en mode mur à mur, où on donne un système de règles, puis on l'applique à la grandeur du système. Ça fonctionne pas. Mais ça n'a pas l'air de vouloir se décentraliser. Tu parlais de plusieurs pays où on décentralise, où on a un système de la Suède, entre autres. Mais, je veux dire, au Québec, je regarde ça aller, ça fait plutôt autocrate puis centralisateur. Là. Oui, mais ça, c'est le mode c'est un peu dans nos gènes, je te dirais. Là, c'est-à-dire que, tu sais, depuis... Mais non, mais tu sais, l'État a occupé un rôle fondateur au Québec. Je suis fondateur, si je parle depuis, mettons, la Révolution tranquille. Puis c'est correct. L'État, à un moment donné, doit activer des leviers. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite. Moi, je crois fondamentalement à une présence de l'État dans certains domaine. Tu sais, il y a des libertariens qui veulent rien savoir de ça. Moi, je suis plus un libéral classique, au sens philosophique, là, pas politique, mais je veux dire, ça prend un équilibre. Là. Tu peux, tu sais, faut laisser aller, faut tenir compte un peu des incitations naturelles du marché, mais tu peux pas laisser tout au marché parce que sinon, il arrive des problèmes. Et en santé, c'est certainement le cas. L'État doit intervenir. Par contre, quelque chose qu'on sait, la centralisation, ça marche jamais. Tous les gouvernements ont toujours fait ça. La CAQ est particulièrement centralisatrice. Tu sais, M. Legault a toujours un côté un peu autoritariste soft. Tu sais, il se voit un peu comme le père de la nation. Puis on regarde comment... Ben, tu sais, il a gardé ça de la pandémie, hein. Il a gardé son name tag. Est-ce que j'aimerais ça être son psychiatre, son psychologue, là, mais il y aurait des choses intéressantes, en tout cas, à voir dans le cerveau de M. Legault. Mais c'est comme donner une mission. Puis on regarde comment les caquistes ont fonctionné en éducation. Tu sais, ils devaient abolir les commissions scolaires pour décentraliser le réseau. Ce qui est une excellente idée. Ben, c'est pas ça qu'ils ont fait pantoute. C'est qu'ils ont aboli les commissions scolaires pour mettre le réseau tout sous la coupe du ministre. Ce qui donne, encore une fois, toutes sortes de problèmes parce que le temps qu'une information monte, descende, revienne, puis après ça, t'as toute l'espèce de peur politique parce que si tout est très centralisé, ultimement, les gestionnaires sont nommés par le ministère puis par le ministre. Fait que ça t'incite pas trop à être le fauteur de troubles qui dit « Hey, ça marche pas, ça marche pas ». Fait que c'est des incitations perverses qui sont dans le système, qui sont présentes en santé puis en éducation. Tu sais, il y a beaucoup de parallèles à faire. Et ça, tant qu'on sera pas capable de passer à autre chose, qu'on sera pas capable de dire que le ministre va arriver et dire « On a créé Santé Québec », mais tu sais, Santé Québec, c'est centralisé, mais à côté du ministère. Ce qu'il fallait faire, je pense, moi, puis il y a des exemples ailleurs, en Suède, en Allemagne, c'est une décentralisation, une espèce de fédéralisation idéale de notre système de santé, là, tu sais, santé, Estrie, Québec, Montréal, Laval, et gérer ça comme vous voulez, puis je te donne une idée où jusque ça peut aller. Là, je prends toujours l'exemple suédois parce que j'ai travaillé un petit peu plus là-dessus. Tu sais, à un moment donné, il y a une région, chaque région décide du mode de financement de ses hôpitaux. C'est quand même quelque chose. On peut faire des expériences différentes. C'est comme si Laval décidait, écoute, moi, à Laval, on décide d'avoir des hôpitaux gérés, par exemple, par le privé, avec un financement universel, évidemment. Ben ça, c'est le genre d'expérience qui va arriver dans un pays, dans l'ultime pays sociodémocrate qui est la Suède. Ça arrive, ce genre de choses-là. Puis là, je donne l'exemple, je suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre au privé, mais c'est juste pour montrer qu'il peut y avoir des approches qui sont différentes. Mais tant que ça reste sous la coupole d'un organisme unique, que ce soit Santé Québec ou que ce soit le ministère, puis là, en plus, je pense qu'on a le pire des deux mondes parce qu'on a à la fois le ministre et Santé Québec qui dirige, ça va être très difficile de faire des changements. La loi 2, faut en parler un petit peu. Tu parles d'une réponse exagérée qui ratisse large et tout croche. C'est quoi le plus grand danger de cette loi-là, la loi 2? Il y en a deux. La première, le premier, c'est ce qu'elle fait.
puis le deuxième, c'est ce qu'elle fait pas. C'est le premier, ce qu'elle fait, c'est-à-dire que elle peut vraiment avoir un effet sur de désengagement auprès des médecins. Mais l'autre danger, c'est un petit peu comme dans le cas de la loi qui est créée Santé Québec. Puis moi, on peut retourner sur mon blog, quelqu'un qui va aller voir là au printemps 2023, là, c'est une occasion manquée. Parce que chaque fois qu'on agit dans le mauvais sens, qu'on perd du temps à faire quelque chose qui marchera pas, pendant ce temps-là, ça va pas mieux dans le système de santé. Et là, le danger, c'est que, tu sais, on voit présentement, ça fait longtemps que ça coince, mais ça coince de plus en plus, puis il y a des raisons simplement démographiques, c'est-à-dire que le Québec vieillit. Fait que, tu sais, il y a proportionnellement plus de gens qui ont besoin de plus de soins, alors qu'on est proportionnellement moins à pouvoir leur en donner, puis que les ressources ont pas suivi. Et ça va continuer de s'accentuer parce que le pic du vieillissement, on va l'atteindre autour de 2031, 2032. En tout cas, ça va... Et en même temps, es-tu d'accord que c'est genre de stats qui étaient prévisibles? On peut pas être surpris de ça, tabarouette. Non, là, il y a des choses, c'est la mort, les impôts, la démographie, c'est comme des affaires qui sont assez prévisibles. Là. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais malheureusement, les politiciens, ils veulent pas trop voir ça. Parce que, même, si on fera pas ça, mais si on parlait d'immigration, on se dirait c'est la même affaire. La prévision, là, les prévisions qu'on devait faire, il a fallu qu'ils soient liées aux activités matrimoniales québécoises. Tu sais, il y a personne qui devrait être surpris de voir qu'on a des problèmes d'immigration, puis il y en a partout, puis on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on n'a pas voulu être prêt. On aurait pu. Puis c'est la même chose pour la santé et l'éducation. Je trouve que ça manque de prévisibilité, ouais, comme ça. Ouais, plus de prévoyance. La prévisibilité, je te dirais qu'elle était là. La prévoyance n'était pas là. Puis si tu me permets un aparté sur l'immigration, tu sais, la crise du logement puis les problèmes dans les services de santé étaient là aussi avant qu'on ait une hausse de l'immigration. Puis si demain matin, le temps lève, tu coupes l'immigration temporaire totalement, là, c'est quelque chose qui arrivera probablement pas, là, notre système de santé va être encore plus au bord de l'écroulement. Tu te promènes dans les hôpitaux, la région de Montréal en particulier, c'est particulièrement visible. Fait que, tu sais, il y a un revers à ça. Et je trouve que, en tout cas, on se magasine beaucoup de problèmes. Dis-moi, la loi 2, est-ce que c'est pas une loi aussi qui instaure ou qui invite à la délation, à la surveillance? Parce que ça a l'air à boguer beaucoup les médecins en disant, là, ils vont nous mettre une couche de plus d'administration de gens, des surveillants, voir si on remplit bien notre temps, si on fait vraiment notre job. Et c'est comme, il y a un médecin qui me dit, c'est comme s'il nous écrivait dans le ciel, on n'a pas confiance en vous. Oui. Mais en fait, je pense que il y a ça, c'est un peu quand tu regardes comment la loi est écrite, là, moi c'est l'interprétation que d'autres ont faite aussi là, je m'appuie pas sur juste mes propres constats, mais effectivement, là, il installe des espèces de responsables. Écoute, j'ai jamais vu ça, là, c'est écrit dans la loi comment les horaires devraient être écrits. C'est complètement, c'est un niveau de détail qui est complètement débile, là. Et puis qu'est-ce qui arrive si quelqu'un respecte pas telle ou telle chose, puis à qui on doit se rapporter ensuite. Fait que tu sais, il y a vraiment, tu lis ça, ça ressemble vraiment à un système de délation. Fait que c'est difficile de voir comment ça va aller mieux si on complique les choses comme ça. Puis ce que ça donne l'impression, c'est que c'est un peu une manœuvre désespérée où on n'a plus de contrôle sur ce qui arrive. On le voit, la trajectoire, tu sais, il y a des erreurs qui ont été faites sur les bonnes politiques appliquées puis le diagnostic. Il y a vraiment un manque de vision puis peut-être un manque de compétences. Mais par contre, pas mal tout le monde voit vers où ça s'en va puis on essaye de l'éviter. Mais ça marchera pas. Puis moi, là, je vais être pessimiste un peu, mais je pense que malheureusement, le pire, il va être difficile à éviter parce que là, on vit les conséquences de décisions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises il y a 5, 10 ou 15 ans. Puis, que ce soit des médecins ou des infirmières, on peut pas en former instantanément. Fait que ça se peut que ça soit carré pour les prochaines années. Je pense une des choses qui m'a intéressé dans ton texte, dont on fait référence pour ce balado, tu parlais des choses que tu aurais aimé voir faire par les médecins au fil des années dernières. Entre autres, le soutien quand tu parlais des pharmacies, tout ça, l'aide, l'ouverture sur les écoles, le nombre de médecins, ça nous semble une évidence parce que j'avais la chance d'avoir, là j'ai déménagé, mais j'avais 2 médecins de chaque côté de chez nous, puis qui avaient des choses à dire, puis ils disaient le côté
savez, la féminisation du métier est là depuis plusieurs années. Puis moi, il parlait de sa fille qui était étudiante. Il dit, mais mon fils, par exemple, sur 150 étudiants, il y a 138 filles, puis 12 gars. Fait qu'on devrait pas être surpris. Fait que qu'est-ce que ça prend? Ben, pour lui, il disait, ça prend plus de médecins, parce qu'il y en a plusieurs qui partent en congé. On veut encourager la natalité, oui, mais il manque de médecins déjà, puis on coupe souvent pour des raisons budgétaires, parce qu'on a un budget global, mais finalement, le nombre de médecins, on aurait dû l'augmenter depuis longtemps. C'est pas nouveau de savoir que les femmes entre 25 et 35 ans risquent d'avoir un enfant. Ah, mais c'est plus que ça. Ça, c'est complètement fou. Moi, je retourne là il y a une douzaine d'années où, à l'époque, le ministre Barrette, qui est un ancien, médecin spécialiste, lui, il était convaincu, je caricature un peu, mais tu sais, les médecins de famille, là, ils travaillent pas trop fort, puis là, faut fouetter ça pour que ça se mette à travailler plus. Par contre, en contrepartie, il disait, des médecins, on en a assez, c'est juste qu'ils travaillent pas assez fort. Et il a même dit, à un moment donné, c'est documenté, là, que le Québec a trop de médecins. Et il a été conséquent avec lui-même, parce qu'en 2017, le ministre Barrette a diminué le nombre d'admissions en médecine. À l'université? OK. C'est complètement fou. Oui, le nombre d'admissions en médecine à l'université. On sait que c'est long, former un médecin. T'es d'accord, Patrick? Ça se fait pas en 3 semaines, là? C'est long. Fait que quand tu fais une erreur, c'est long à corriger aussi. Et fait qu'il a diminué à ce moment-là. Et moi, j'ai publié là pas longtemps après ça. Là, on peut retrouver. Je travaillais pour l'Institut économique à l'époque. Je travaillais pour des think tanks à gauche, à droite puis au centre. Je veux juste le mentionner. Là, l'orientation me dérange pas trop. Mais c'est ça. Et j'avais montré. Parce qu'il y avait aussi le discours médiatique ambiant. Puis moi, je me rappelle un article qui était publié sur le site d'un grand média où qui disait, tu sais, le titre exact, je me rappelle pas c'est quoi, mais ça disait en gros, tu sais, le Canada et le Québec comptent assez de médecins ou plus de médecins que, tu sais, peu importe, là, mais ça disait vraiment, il y en a assez. Mais c'était des comparaisons internes, c'est-à-dire que le Québec a marginalement plus de médecins que la plupart des autres provinces. Mais quand tu regardes le big picture, comme on le disait tantôt, on a vraiment beaucoup moins de médecins que la plupart des pays développés, mais même les médias qui couvraient ça avaient pas la bonne compréhension. Il y a personne qui a vérifié ça. Fait que le ministre a gardé ça. Et là, éventuellement, là, le discours s'est renversé, puis il y a du monde qui ont commencé à se rendre compte que, OK, ouais, mais finalement, c'est pas vrai. Il y a des gens comme moi qui ont publié des données là-dessus. C'est pas vrai qu'on a beaucoup de médecins. C'est pas vrai qu'on en a assez. On peut pas se baser là-dessus, mais nos politiques ont été longtemps basées là-dessus. Puis même encore, récemment, Monsieur Legault, il disait, regardez, on a plus de médecins qu'en Ontario, donc on en a assez. Maintenant, un peu. En Ontario, là, c'est pas le paradis non plus. Ça a l'air beau parce que c'est juste moins pire qu'ici. Mais c'est le Canada, ça reste quand même un endroit, tu sais, où l'accès aux soins est particulièrement problématique. Fait que c'est renversant de voir, c'est l'idéologie qui a mené à des décisions catastrophiques. Parce qu'imagine là, si en 2016-2017, si le ministre Barrette avait fait ce que le ministre Roberge a fini par faire, parce que c'est arrivé en 2 temps. Là. Il y a eu une première augmentation modérée du nombre d'étudiants en médecine, je pense qu'il y a quelque chose comme 3 ans, puis il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y a eu une autre augmentation pas mal plus significative. Puis là, effectivement, dans 20 ans, le Québec va avoir pas mal plus de médecins qu'il y en a aujourd'hui. Ça nous aide pas pour tout de suite. Non. Mais imagine-tu si en 2016, on avait décidé, hey, on hausse au maximum le nombre d'admissions en médecine, et après ça aussi même on peut raccourcir, tu sais, il y a moyen de raccourcir certaines formations, ça se fait ailleurs, fait qu'il y a moyen d'avoir, ça fait pas un an la formation en médecine, mais je veux dire, il y a moyen d'avoir des formations un petit peu plus courtes. Puis écoute, c'est une anecdote qui est drôle. Moi, quand j'avais fait la publication sur justement pour dire que, écoutez, on a moins de médecins qu'à peu près partout ailleurs, puis ce serait le temps qu'on se réveille. À un moment donné, je reviens au bureau, puis là, on me dit, hey, il y a le vice-recteur de l'Université de Montréal qui de la faculté de médecine qui t'a OK, là j'ai dû merder solide dans ma publication. Puis tu sais, j'ai rappelé, mais je me dis que je vais me faire passer un savon, qu'est-ce que j'ai échappé. Puis finalement, écoute, c'était enfin, il y a quelqu'un qui le dit, crime, ça n'a pas d'écoute. Écoute, en tout cas, bref, fait que tout ça pour dire que c'est l'écart entre la réalité puis le politique, puis l'idéologie, puis tu sais même, je te dirais, tu sais, le manque de compétences dans les cabinets, parce que, tu sais, on parlait de centralisation, mais c'est doublé un autre problème, c'est que c'est souvent le politique
qui décide. Fait que le politique, c'est qui? C'est le ministre. Puis c'est son entourage. Moi, j'ai travaillé pendant quelques mois pour un parti politique. Tu vas trouver ça drôle. J'ai travaillé pour un parti politique pour lequel j'ai jamais voté. C'est comme ça. C'est moi. Je pense que je suis pas très... On sait que t'es une bébête, on a compris, là. Je suis pas très partisan, mais j'aime ça le rappeler parce que c'est les gens analysent souvent nos interventions. Ah, toi, t'es anti-CAQ. Non, je suis pas anti-CAQ. Je suis juste anti-mauvaise politique, peu importe c'est qui, tu sais. Puis la CAQ a fait quand même quelques bons coups, tu sais, notamment pour les pharmaciens et les infirmières. Mais, j'ai vu comment ça fonctionne un peu, puis ça semble être la même chose, c'est dans la plupart des partis. T'es pas recruté en fonction de ton expertise pointue pour les politiques économiques, les politiques publiques en santé, par exemple, ou, tu sais, c'est des militants avant tout qui, à un moment donné, accèdent à des postes dans le cabinet puis qui finissent par conseiller les ministres. Fait que, on est beaucoup focalisé sur le politique, la partisanerie, puis à un moment donné, quand on regarde les solutions, il manque peut-être de l'expertise, et ça, c'est pas juste la CAQ, ça existait avant. Mais prenons l'exemple très clair, là. On décide qu'on rentre moins de médecins. Quand ils prennent cette décision-là, c'est-tu parce que le gouvernement a pas assez d'argent pour en former pendant 7, 8, 10 ans, ou c'est parce que les médecins veulent protéger des acquis puis pas baisser leur salaire parce qu'il y a trop de médecins qui font la même chose? Je le mets gros, là, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a plus d'influence là-dedans? Ben, ça a changé au fil des époques. Tu sais, par exemple, j'ai parlé à des gens qui ont été au fil de comment les négociations se sont déroulées. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que ça fait plusieurs années que la Fédération des omnipraticiens n'a plus vraiment de résistance, en tout cas publiquement, du moins, tu sais, pour une hausse du nombre de médecins infirmiers. Ça, je pense que c'est correct de ce côté-là. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est, à une autre époque, il y avait vraiment des pressions pour ça. Après ça, il y avait aussi ce qui émanait de la fonction publique. Moi, je suis retombé sur des textes récemment, là, c'est des discussions dans des commissions parlementaires dans les années 80 où on sortait des statistiques, on essayait de dire que regardez, le Québec a assez de médecins, il faudrait surtout pas en avoir trop. Fait qu'il y avait une peur d'avoir trop de médecins. Et là, je pense qu'à ce moment-là, c'est parce qu'un médecin, ça coûte cher. Fait que plus de médecins, ça coûte plus cher. Fait que tu veux pas avoir trop de médecins. Mais c'est toutes sortes de mauvaises conceptions. Puis aussi, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'on a voulu, quand on a créé l'assurance maladie, laisser quand même une certaine forme d'autonomie aux médecins. Et peut-être qu'on en a laissé un peu trop, en tout cas, comme je te dis, si tu regardes en Europe, tu sais, des médecins salariés, ça existe, les liens d'emploi sont différents. Il y a des médecins en pratique libérale aussi, mais ils sont vraiment en pratique libérale, tu sais, puis après ça, il y a toute la question d'avoir des systèmes comme t'as un système privé puis t'as un système public, puis les deux, s'il y a une espèce de cloison entre les deux, c'est quelque chose qui n'a pas de sens non plus, là. C'est normalement si t'es soigné, tu devrais être couvert, peu importe où est-ce que ça soit donné. Encore là, c'est rien de sorcier, c'est le modèle européen. Je te pose la question. Elle est bizarre un peu, mais est-ce que c'est mieux, à ton avis, en 2025, que le gouvernement de la CAQ, parce que c'est lui qui est là, essaye quelque chose, brasse la cage, veut changer la façon de rémunérer les médecins, qu'on n'ait rien fait? Entre faire une mauvaise loi puis des mauvaises actions ou rien faire comme depuis 50 ans, mettons. Ben, écoute, j'aime vraiment ça. Pas ça comme ce que je vais te répondre, mais tu sais, je pense à Jules Duceppe qui a déjà dit la pire la politique du pire, c'est la pire des politiques. Tu sais, c'est dire, on va faire quelque chose de mal, mais au moins on va faire quelque chose. C'est un peu comme Éric Duhem, j'aime mieux de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Ceci dit, là, peut-être que dans ce cas-ci, effectivement, il y a un effet positif où ça va voir focaliser pas mal de monde sur le problème et c'est un peu une manœuvre désespérée en fin de mandat. Tu sais, la CAQ, ils vont se faire ils vont se faire ramasser pareil, c'est sûr. C'est ça, ils vont se faire. Mais sauf que, tu sais, ça va être quoi après ça la réaction des autres partis? C'est pas clair, parce qu'il y a de l'opportunisme là-dedans aussi. Mais ça se peut-tu que ça ait en cours? Écoute, entre nos deux, là, les personnes nous écoutent, puis que ça soit jamais appliqué, parce que ça va être tellement contesté. Tu sais, c'est quoi une contestation en cours? Pendant ce temps-là, ça s'applique pas. Ils peuvent se rendre quasiment jusqu'à l'élection l'automne prochain, sans jamais que la loi ait pris ait eu lieu. Mais là, tu vois, il y a certaines parties de la loi qui viennent déjà être retirées ou suspendues par le ministre Dubé. Fait que ça promet. Il y a effectivement des contestations judiciaires par la Fédération des médecins résidents. Il y a une contestation qui a été déposée par la Fédération des spécialistes, si je me trompe pas. Les omnis, je pense pas encore, mais tu sais, ça pourrait arriver. Fait que c'est sûr que ça pourrait reporter. Puis après ça, à un moment donné, ben, le bon sens peut reprendre le dessus. Mais ceci dit, c'est moi. Je focaliserais... Il y a des choses à régler du côté des médecins, mais en même temps, puis je pense qu'il y en a pas assez, puis qui sont peut-être leur niveau de rémunération est trop élevé. Ce qui entraîne des problèmes, parce que là, maintenant, tu sais, les médecins, c'est pas juste une vocation, là, tu sais, puis ça, t'as des médecins mercenaires. Tu parlais de dermatologie tantôt. Il y a un gros problème là-dedans. Il y a une attente épouvantable dans le public.
puis la porte de sortie au privé pour aller faire de l'esthétique très, très, très accessoire. Et ça fait mal à des gens qui ont des problèmes de santé réels. Mais sauf qu'en même temps, il faut pas faire porter tout le fardeau de tout ce qui va mal aux médecins. Il y a des changements structurels qu'on doit faire et ça c'est un peu là, c'est en train là, cette loi-là peut devenir une grosse distraction aussi, puis ça peut être un danger. Dis-moi si tu avais le rôle ministre de la Santé pour un jour. On reset au complet le système. Tu commencerais par quoi? 2-3 affaires que tu dis qui sont fondamentales. Ben, on le fera pas là demain, mais juste voir c'est quoi ta vision. On pourrait? Ça serait le fun? Mais oui. Écoute, là, c'est sûr, ça a l'air prétentieux de dire ça. Puis il y a personne qui a de baguette magique, mais à un moment donné, il y a quand même des choses qu'on sait qui peuvent aider tout de suite, puis des choses qui vont aider plus tard si on le fait, mais que si on le fait pas, ça donnera rien. Fait qu'il faut quand même commencer en quelque part. Première chose, le champ de pratique maximal pour les non-médecins. Fait que là, les infirmières praticiennes, évidemment, on a fait beaucoup de progrès, mais on peut en faire encore. Les pharmaciens, les infirmières. Les infirmières, tu sais que quand tu traverses le 47e parallèle, il y en a qui font des accouchements dans le Grand Nord. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de médecins. Fait qu'à un moment donné, je suis pas en train de dire que les infirmières devraient faire devraient faire des accouchements, mais ça donne une idée à quel point le système s'ouvre quand il n'y a pas de médecins qui veulent aller là. Mais le champ de pratique, physio, chiro, psychologues, travailleurs sociaux, tous les autres professionnels qui, à un moment donné, ont des compétences qui peuvent recouper celles des médecins, on devrait ouvrir les vannes au maximum pour éviter justement cette espèce de goulot d'étranglement. Ça, il y aurait des gains immédiats à faire là-dessus. 2, un financement à l'activité sans limite, sans quota d'opération, pour tout ce qui se passe dans le système public. C'est sûr que ça va entraîner des dépenses qui sont des dépenses additionnelles. Et là, peut-être que dans un deuxième temps, on devrait regarder effectivement comment diminuer ces dépenses-là. Ça peut être par une hausse de productivité, l'utilisation des technologies, des ajustements à la rémunération des professionnels, tout ça, mais qu'on arrête de limiter les soins. Il faut qu'on encourage les soins et ça va coûter plus cher. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là. Puis je trippe pas sur notre niveau de dette, là, mais sauf que il y a quand même un ordre de priorité. Puis troisièmement, une décentralisation totale et complète, l'espèce de fédéralisation idéale du système de santé dont je parlais tantôt, c'est qu'on arrête de penser qu'on a un système de santé, mais d'avoir plusieurs systèmes de santé qui ont une politique globale. C'est genre ce que les différents professionnels peuvent faire, c'est encore le gouvernement qui doit déterminer ça. Les paramètres très, très généraux du système de santé, mais après ça, là, ce qui est là de la gestion quotidienne, s'il y a des expériences différentes qui peuvent être faites d'une région à l'autre, puis même à l'intérieur de différents établissements, puis que ça sort un petit peu du cadre établi, c'est tous des professionnels, ils sont tous formés, ils ont tous des guides de déontologie, des codes de déontologie, qu'on laisse expérimenter, qu'on fasse circuler les meilleures pratiques, plutôt que d'essayer en mode top-down d'avoir une solution qu'on va appliquer de cette île à Sherbrooke, ça marche pas. Fait que ça serait les trois choses. OK, très bon. Je voulais juste ajouter quelque chose parce que j'ai parlé dans ma famille, j'ai des pharmaciens, puis j'ai posé la question, j'ai dit l'idée d'avoir moi j'aimais beaucoup l'idée que on donne un peu plus de liberté aux pharmaciens pour entre autres des renouvellements et autres, mais il me disait le problème principal c'est que oui, l'idée est bonne, mais il n'y a pas d'argent qui va avec. Fait que moi, je prends 30 minutes à jaser avec une dame parce qu'elle est inquiète, puis c'est tout ça, de jouer au médecin, puis c'est correct, je suis capable de l'aider. Mais 30 minutes sans être payé, moi, comme pharmacien, c'est pas idéal. Fait qu'il dit, ils ont eu l'idée, mais ils n'ont pas fait suivre. C'est comme, tu comprends? Fait que je sais pas si c'est le même pour tout le reste, mais c'est difficile d'imaginer que l'implication, l'intérêt, puis la conduite exemplaire, morale, fait que les pharmaciens le font. Ouais. Je suis d'accord avec ça, mais tu sais, quand même, j'ai apporté un bémol, si tu permets, c'est tu sais, par exemple, il y a certains actes médicaux aussi qui sont faits par différents corps médicaux, par les dentistes aussi. Mm-hmm. La tarification fait en sorte que c'est pas payant. Puis même des fois, dans certains cas, il y a peut même avoir une légère perte sèche, ou en tout cas, tu sais, ça donne à peu près rien. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, si à la fin de l'année, tu fais 400 000 par année, peut-être que tu peux te permettre... Un petit peu de pro bono? Ouais, c'est ça. Je suis pas en train de dire que faut pas que ça soit ajusté. Ils vont devenir tous bénévoles, c'est pas ça que tu dis non plus. C'est ça, non. Puis, sauf que, je veux dire, le temps que ça soit réajusté, à un moment donné, là, peut-être qu'il y a une journée donnée, là, tu vas voir
4 vieilles madames qui vont te jaser longtemps, puis ça va être moins payant pour toi, mais c'est moi je vois pas beaucoup de pharmaciens qui font la file pour la distribution alimentaire. Non. C'est ça dépend de ta vocation, dans le fond. Comment tu le vois? Puis, c'est parce que la pharmacie, il y a le revenu, puis il y a quand tu vends ta pharmacie aussi. Hein. Oui, la liste de patients et de clients est importante. T'as un bon fonds de retraite, disons. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. C'est qu'on le veuille ou non, même dans le conflit actuel, on s'est rendu compte que le côté monétaire, ça compte. Là. Faut pas se leurrer non plus, là, faire ça. Non, mais faut arrêter de le voir à la pièce. Faut que tu regardes l'ensemble. Ouais. C'est à un moment donné, tu gagnes 300-400 000 par année, ben oui, il y a des journées, ça va être moins payant, mais à la fin de l'année, tu seras pas, tu sais, encore là, faut perfectionner, mais faut arrêter de voir ça, tu sais, c'est un peu, c'est une drôle de comparaison, mais c'est le système des loss leaders. À un moment donné, Walmart vend certaines affaires sans faire de profit, puis même à perte. Ils font de l'argent quand même en bout de ligne. Ben, le médecin de famille qui reçoit un jeune qui a des tentatives suicidaires, peut-être qu'il y a des clients ou des patients aux 20 minutes, mais là, ça se peut que ça prenne 1 heure parce qu'il le laissera pas partir. Mais ça fait partie tu comprends? Ben, il y a quelqu'un qui va chialer après parce que son rendez-vous est en retard, mais quand tu regardes la réalité de la consultation, tu te dis, ben, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. C'est ça. Mais tu vois, c'est intéressant parce que le nœud du projet, là, de passer d'une rémunération principalement à l'acte à une rémunération à une prise en charge de patients, ça, c'est un des objectifs. Cet objectif-là est bon. Maintenant, tout le diable est dans les détails, comme on dit. On va se souhaiter bonne chance. Merci, Patrick. PatrickDerry.com, c'est ça ton site? Oui. Puis sur Twitter, à Patrick Derry, c'est ça. On peut me trouver là. Merci, salut. Plaisir.